Bonjour, bienvenue, merci d'être au rendez-vous de Défense, votre hebdomadaire consacré à l'actualité stratégique et militaire. Au programme cette semaine, ce regain de tension entre Israël et la bande de Gaza. Que reste-t-il de la force dissuasive de Tsahal près d'un an après la fin de l'opération Bordure protectrice? Analyse à suivre autour de l'exercice militaire annuel. Point critique. Ce numéro nous emmènera également en Colombie, où la menace des mines antipersonnelles plane chaque jour sur le chemin de l'école des enfants du pays. C'est parti pour Défense. Et on ouvre ce nouveau numéro avec la 15e édition de l'exercice annuel Point critique en Israël, un exercice de sécurité grandeur nature. Il s'agit de simuler une attaque massive visant le territoire israélien. Reportage dans une zone habitée au centre de l'entraînement. C'est un sujet signé Maxime Pérez. Zichron Yaakov, à une dizaine de kilomètres de Haïfa. Dans cette localité proche du nord d'Israël, plusieurs missiles viennent de s'abattre sur une zone d'habitation. Ces décombres sont là pour signifier l'ampleur des destructions provoquées par l'impact des projectiles. C'est cet exercice plus vrai que nature qu'effectuent depuis bientôt une semaine les unités de la défense passive de Tsahal. L'objectif n'étant rien d'autre que de se préparer à la guerre. Je crois qu'on est prêt à répondre à n'importe quelle situation. Ici, tout le monde a de l'expérience. Il y a 4 mois de formation requise, mais en réalité, ce genre d'entraînement a lieu en permanence. Les secours arrivent sur la zone sinistrée en quelques minutes. Après un rapide état des lieux, les blessés les plus légers sont soignés sur place. Les plus grièvement atteints sont évacués en ambulance. Au milieu des ruines, les secouristes de Tsahal ont quelques minutes pour préparer leurs équipements et recevoir les premières consignes. Un peu en retrait, ce soldat est là pour centraliser les informations recueillies par les services de secours. Car ici, tout le monde est à pied d'œuvre. L'armée, la police et même ces secouristes de l'organisation Zaka. Comme lors d'attentats, ils sont là pour collecter les restes de corps afin que les victimes puissent être enterrées selon la tradition juive. Nous essayons d'améliorer notre rapidité d'intervention. Le but étant d'acheminer sur zone les forces qui sont nécessaires pour qu'on puisse prodiguer les premiers soins, à la fois aux blessés et aux personnes coincées sous les décombres. Ces unités sont entraînées pour travailler jour et nuit, jusqu'à une semaine, sans interruption. Dans ces opérations de secours qui visent d'abord à sauver des vies, tous les moyens sont mis à disposition des secouristes, y compris ces chiens qu'Israël utilise souvent sur les théâtres de catastrophes naturelles, comme récemment au Népal. Je peux vous dire que dans tout le pays, partout où il y a une menace, nos forces peuvent agir comme ici et répondre à des situations extrêmes. Car il faut bien comprendre que nous nous préparons au pire, pas à un scénario basique. Je me réjouis d'ailleurs de la coopération de chacun. Pour le renseignement militaire israélien, le Hezbollah et le Hamas ne souhaitent pour l'instant pas d'escalade aux frontières nord et sud du pays. Au sein même de l'état-major de Tsahal, certains hauts gradés estiment même que la situation sécuritaire n'a jamais été aussi bonne pour Israël. Mais au vu de la dégradation de la situation régionale, notamment en Syrie, la donne pourrait à tout moment changer. Raphaël Jérusalemi, bonjour. Vous êtes ancien officier des renseignements militaires israéliens. Vous êtes de l'avis de ces certains hauts gradés militaires israéliens qui affirment que la situation sécuritaire n'a jamais été aussi bonne en Israël? Alors, d'abord, je ne suis pas du tout de leur avis. Même si j'étais de leur avis, je trouve que dernièrement, surtout depuis Bordure protectrice, les généraux israéliens parlent trop. Il y avait une politique du silence et de la discrétion dans l'armée qui nous a beaucoup servi. À quoi c'est dû ce changement selon vous? Aucune idée. Franchement, je ne vois pas l'utilité d'une telle déclaration. Si déjà, c'est d'envoyer un mauvais signal, alors est-ce qu'on veut rassurer les populations civiles à un moment donné où on a l'impression que ça va quand même chauffer? Est-ce qu'on veut affirmer une certaine supériorité militaire dans la région, faire passer le message que nous sommes prêts? Je pense que nous n'avons pas besoin de le dire. Tout le monde le sait que nous sommes prêts. Et à mon avis, notre situation n'est certainement pas la meilleure en ce moment. Nous n'avons jamais vu auparavant tout le Moyen-Orient en chaos, dans une grande partie de ce Moyen-Orient sous contrôle de mouvements extrémistes
salafistes terroristes qui veulent la fin de l'État d'Israël. Je ne vois pas très bien comment, avec tout ce qui se passe autour de nous et qui s'approche chaque jour de nos frontières, on peut dire que notre situation stratégique est excellente. Et d'autant plus qu'on l'a vu ces derniers jours, ce regain de tension entre Israël et la bande de Gaza. 3 attaques en l'espace de 15 jours, des tirs de roquettes qui ont été revendiqués par un groupe qui sont les partisans de l'État islamique à Jérusalem. Est-ce qu'ils sont véritablement affiliés à l'État islamique? Qui sont-ils? Oui, alors il y a plusieurs groupes qui sont affiliés à l'État islamique, au sein même de Gaza. C'est en fait un glissement de certains groupes non affiliés au Hamas, du Al-Qaïda vers le ISIS, et pour certains vers Hezbollah et l'Iran. Pourquoi? Pour l'argent. Ça fait rentrer de l'argent. Ce sont des mouvements qui sont contre le Hamas, qui s'attaquent au Hamas. Le Hamas essaye effectivement d'endiguer leur pouvoir au sein de Gaza. Ceci étant, le gouvernement israélien, de même qu'il donne au Liban la responsabilité de tout ce qui s'y passe, et même ce que fait le Hezbollah, ou à l'Égypte, ce qui se passe dans le Sinaï, le gouvernement israélien doit donner la totale responsabilité au Hamas de ce qui se passe à Gaza. Et donc, de nouveau, le message israélien n'est pas assez fort, il est erroné. C'est le même message qui a été donné à la veille de bordure protectrice, c'est-à-dire Hamas n'est pas prêt, le Hamas ne veut pas d'escalade. Israël doit tout de suite, dès le moindre roquette, taper dur et taper fort. Il y a eu des représailles, elles ne sont pas suffisantes selon vous? Non, ça a été des hangars vides, ça a été de la cosmétique comme on appelle ça. C'est une erreur, c'est le mauvais signal. Nous ne devons pas attendre qu'il y ait peut-être une escalade, peut-être un réchauffement du front. Dès la moindre roquette, peu importe qui l'ait tirée, il faut répondre fort et dur. Comment ça passe par une politique d'élimination ciblée à laquelle avait recours notamment Israël précédemment? Dans l'idéal, oui. La politique d'élimination ciblée a toujours marché, mais nous savons que les têtes sont très très vite remplacées. Je pense qu'il suffit d'avoir un message fort, ciblé, oui, mais on peut aussi cibler les entrepôts du Hamas, on peut cibler des zones importantes sur le plan économique, car pour le Hamas, ce qui compte en ce moment, c'est l'argent. Et donc, lorsqu'ils attaquent Israël, ils reçoivent en général un petit chèque après. C'est pour ça que ça leur sert. Donc, en fait, le fait qu'il y ait au sein de Gaza des mouvements qui soient affiliés à l'Iran, des mouvements qui soient affiliés au Qatar, aide beaucoup le Hamas indirectement, parce que ça fait des rentrées d'argent sur les côtés. Alors on parle de ces tensions, il y a eu ces tirs à la frontière sud et puis escalade verbale à la frontière nord face au Hezbollah et Hassan Nasrallah qui affirme que s'il y a une prochaine guerre face à Israël, ça fera des milliers de déplacés israéliens, des millions même de déplacés, d'expulsés au-delà de la guerre psychologique. Elle est là, la menace d'un conflit face au Hezbollah? Oui, tout à fait, elle est existante. En fait, la stratégie au Moyen-Orient, il y a une montre. Les gens regardent leur montre et c'est pas la même montre pour tout le monde. Et Israël, lorsqu'il commet une erreur, c'est parce qu'il ne regarde pas la montre de l'ennemi. Avec tout le respect évidemment pour Israël, pour Tzahal, j'en ai fait partie, nous avons parfois eu cette tendance à ne pas comprendre la pensée. Le Hezbollah, son but absolu, son but final, c'est attaquer Israël. C'est 100 000 missiles. Il ne les a pas tirés sur ISIS. Il ne les a pas tirés en Syrie. Il ne les a pas tirés en Irak. Il les garde pour nous. Elle est réglée à quelle heure, la montre du Hezbollah? Alors, d'après, il y a 2 ans, on parlait de une attaque de Hezbollah d'ici 1 an ou 2. Donc, à mon avis, il nous reste effectivement 1 an. Il est très très dangereux de faire des pronostics. Je dirais que mon avis personnel, d'après ce que je vois en regardant la montre du Hezbollah, l'année prochaine, ce n'est pas le Hamas que nous devons redouter. Et Israël est prêt à faire face à cet affrontement, face au Hezbollah? Israël est tout à fait prêt à faire cet affrontement, mais de nouveau, ça dépend de la stratégie. Alors si c'est la stratégie que nous avons appliquée à bordure protectrice, ça ne marchera pas. La stratégie, c'est de rendre effectivement le Liban responsable. Nous serons obligés, malheureusement, nous serons mal vus, une fois de plus, d'attaquer le Liban, de rendre le gouvernement libanais responsable de son manque de contrôle, de souveraineté sur son propre territoire. Nous ne pouvons pas juste nous entretuer avec le Hezbollah en ignorant qu'il y a un Liban quand même autour. Donc la stratégie devrait être de nouveau, et à mon avis, comme dans bordure protectrice, ne pas éviter une entrée terrestre.
tant qu'on peut, éviter l'entrée terrestre, bombarder, que nous soyons accusés de tous les crimes du monde, mais que nous n'envoyons pas nos soldats pour rien sur le terrain. Ce n'est pas nécessaire. Une couverture aérienne, une couverture d'artillerie est suffisante, sauf dans des cas extrêmes, comme ça a été finalement le cas avec les tunnels, où il faut une pénétration d'infanterie. Mais à mon avis, il doit être absolument évité dans tous les cas. 70 soldats sont morts vraiment d'une façon tragique, je dirais pas pour rien, mais quand même, à bordure protectrice, nous ne pouvons pas nous permettre de renouveler une telle erreur. Merci beaucoup, Raphaël Jérusalemi, pour ce décryptage. Et on l'évoquait la semaine dernière dans Défense, Israël a accueilli le 7e Salon international de la défense et de la sécurité intérieure. Des sociétés du monde entier y ont participé, mais on a noté cette année l'absence de plusieurs représentants européens qui ont choisi de prendre leur distance en raison du dossier palestinien. C'est un reportage signé Mathias Inbar. Plus de 20 délégations de par le monde, 250 compagnies israéliennes et étrangères. Bienvenue à la 7e édition du Salon international de la défense et de la sécurité intérieure à Tel Aviv. Deux angles cette année, tirer les leçons de la récente opération Bordure Protectrice et intégrer Israël dans la lutte antiterroriste mondiale. Sur ce dernier point, aucune entreprise française ni britannique n'a fait le déplacement. Et pourtant, il n'y a pas eu de directive de l'Elysée, répond l'ambassadeur de France en Israël. Les entreprises françaises n'ont pas besoin d'autorisation du gouvernement pour venir sur ce type de salon. Et donc moi, ce que je veux dire sans la moindre ambiguïté, c'est qu'il n'y a aucun boycott. Donc les entreprises françaises, si elles sont là ou si elles ne sont pas là, c'est leur décision la plus absolue. Les Israéliens, eux, prennent moins de gants, même s'ils ne se risquent pas à employer le mot de boycott. On fait bien la distinction entre les produits qui attaquent et les produits de défense. On travaille très facilement avec la France, avec la Belgique, avec l'Angleterre, avec l'Allemagne pour le bien qui protège. Ça peut être, on peut voir ici plusieurs compagnies de ces pays. Mais quand on a besoin des armements, des armes, des fusils spécifiques ou des munitions, ce ne sera pas possible de recevoir ça de l'Europe. De son côté, la délégation ukrainienne est la seule délégation présente parmi les ex-États de l'Union soviétique. La Russie a préféré décliner l'invitation. Le Kremlin avait le mois dernier vivement déconseillé à Jérusalem d'aider militairement l'Ukraine. Je sais que la Russie a dit à de nombreux pays de ne pas aider l'Ukraine. Elle l'a fait aussi à l'égard d'Israël. De mon point de vue, l'Ukraine veut commercer avec la Russie, veut avoir des relations de paix avec la Russie. $1 sur 3 vient de là-bas. Lorsque la Russie reviendra à la raison et qu'elle comprendra que nous sommes au XXIe siècle et qu'il vaut mieux coopérer que de se battre les uns contre les autres, les relations seront alors florissantes entre la Russie, Israël et l'Ukraine. Et de la République tchèque qui s'est déplacée en force et pour la première fois en Israël à celle du Japon de manière plus modeste, tous expliquent que les relations sécuritaires et militaires avec Israël sont au beau fixe. Il aura donc été question de défense et d'armement pendant ce salon, mais également de technologies ultra modernes, de collecte de renseignements dont fait partie cette voiture capable seule de détecter des mouvements à plus de 10 km de distance. Voilà pour ce dossier consacré à la sécurité en Israël. Focus à présent sur un fléau qui touche la Colombie, les mines antipersonnel, héritage d'un conflit armé en cours depuis plus d'un demi-siècle. Elles font en moyenne une victime par jour depuis 25 ans. La Colombie est le pays le plus touché au monde par ce fléau après l'Afghanistan. Et en première ligne, vous allez le voir, ce sont les enfants sur le chemin de l'école. Reportage. Un pas devant l'autre, sans jamais sortir du sentier. Pour aller à l'école, Sébastien fait très attention. Ici, la zone est infestée de mines, comme dans plus de la moitié des villages de Colombie. Le résultat de plus de 50 ans de conflits armés et une menace permanente pour les habitants de cette région. Je lui dis de faire bien attention avant de sortir, qu'il n'aille pas en dehors des chemins qu'il connaît. L'école de Sébastien a été construite sur l'emplacement même d'un ancien campement des FARC. La guérilla marxiste a enterré des explosifs un peu partout autour. Alors ici, les élèves connaissent bien les risques. Souvent, le ballon sort du terrain et nous demandons aux soldats de nous le récupérer. Parfois, il reste là-bas 2 ou 3 jours jusqu'à ce qu'ils nous le rendent. Depuis quelques semaines, un bataillon de l'armée nettoie le village.
Après 2 ans de négociations, un accord a été trouvé entre le gouvernement et les FARC pour déminer le pays. L'ONG anglaise Allo Trust a commencé cette tâche depuis des années déjà. Elle forme des paysans pour inspecter les zones considérées comme dangereuses à l'aide d'un détecteur de métaux. En Colombie, personne ne sait où sont les mines. Et malheureusement, c'est nous, les paysans, qui sommes les premières victimes, alors qu'on n'a rien à voir avec cette guerre. En Colombie, plus de 11 000 personnes ont été victimes de ce fléau depuis 1990. Marco Antonio en fait partie. L'explosion d'une mine sur son lieu de travail l'a rendu aveugle et lui a laissé un corps couvert de cicatrices. Ses blessures physiques se sont transformées en dépression. Le déminage me paraît très important pour qu'il n'y ait plus de victimes. Malheureusement, c'est trop tard pour nous, mais au moins qu'il n'y ait plus de mines pour les autres. Se débarrasser des mines prendra du temps. Mais déjà, le nettoyage de leurs terres redonne un peu de confiance aux paysans. Ils espèrent pouvoir un jour cultiver leurs champs en toute sécurité et surtout envoyer leurs enfants à l'école sans danger. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle immersion défense. Soyez là.